Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la loi travail à l'épreuve du Sénat. La droite compte fortement remanier le texte pour présenter un tout autre projet. Le gouvernement espère de son côté remobiliser sa gauche contre la version de la droite. Et pendant ce temps, le leader de la CGT annonce pour demain, je cite, une énorme mobilisation. Le contexte social et politique au cœur de notre débat tout à l'heure. Après l'attentat d'Orlando, c'est une onde de choc qui secoue les États-Unis et bien au-delà. De nombreuses questions restent encore en suspens, mais déjà, les premières conséquences politiques se font ressentir sur la campagne électorale américaine. On en parlera avec de nombreux invités en notre compagnie. Enfin, l'entretien ce soir autour de l'Euro de football qui se poursuit. Il y a le jeu, bien sûr, les matchs et puis les violents incidents qui ont émaillé samedi la rencontre Angleterre-Russie. Sur tous ces sujets, mon invité, Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations internationales et stratégiques, auteur également de nombreux ouvrages sur le foot et la géopolitique. L'entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos questions, réactions via notre hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Début de l'examen depuis aujourd'hui au Sénat du projet de loi El Khomri. Le débat très attendu a commencé, celui qui avait été écourté à l'Assemblée nationale par le 49-3. Les sénateurs ont terminé la discussion générale tout à l'heure. On retrouve tout de suite notre journaliste Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Comment ces premiers échanges se sont déroulés, Tam, aujourd'hui? Eh bien, écoutez, cet après-midi, on a entendu trois voix s'exprimer, s'affronter dans l'hémicycle. D'abord, celle de la droite sénatoriale qui s'est livrée à un véritable plaidoyer en faveur de mesures plus libérales pour accroître la compétitivité des entreprises françaises. Une droite qui assume dans l'ensemble de faire sauter le verrou des 35 heures, d'assouplir les licenciements économiques et de rétablir le plafonnement des indemnités prud'homales. Face à cela, on a entendu bien sûr la voix du gouvernement qui mise justement sur les modifications de la droite sénatoriale pour que la comparaison tourne en sa faveur auprès de l'opinion publique. Myriam El Khomri estime que le projet de loi est une loi de progrès, un texte qui a fait selon elle l'objet d'un véritable dialogue avec le Parlement, même avec l'Assemblée nationale, où selon elle, 800 amendements ont été intégrés malgré l'usage du 49.3. Je ne suis pas sûre que les députés soient exactement sur la même longueur d'onde. Et puis enfin, ils ne sont que 20 au Sénat, mais on les a bien entendus cet après-midi dans l'hémicycle. Je veux parler des communistes qui ont présenté 2 motions demandant le retrait du texte. Les communistes pour qui le dialogue social à la sauce du gouvernement rime avec dumping social et qui comptent bien sûr sur la mobilisation de demain, la grande journée de manifestation contre la loi travail. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces précisions. Et cet après-midi, juste avant le début de l'examen de la loi qui porte son nom, Myriam El Khomri s'est dite sereine et même prête à des améliorations sur le texte. On l'écoute, la ministre du Travail. J'attends beaucoup de l'esprit de tempérance et de sagesse qui caractérise les discussions de cette Assemblée pour parvenir à nourrir un débat, bien sûr constructif, mais également sans faux-semblants quant à ce qui nous distingue. La version adoptée par la Commission des affaires sociales du Sénat va donc nous offrir l'opportunité d'exposer avec la plus grande clarté devant les Français 2 conceptions du monde du travail et du dialogue social. C'est dans ce contexte qu'aura lieu demain une nouvelle journée de mobilisation contre ce texte. Philippe Martinez, le patron de la CGT, promet une énorme mobilisation, ce sont ses mots. Notez que 130 personnes déjà interpellées lors de précédents défilés seront interdites de manifester. Aux États-Unis, l'enquête avance après la tuerie d'Orlando. L'assaillant Omar Mateen n'aurait pas reçu ses ordres de l'étranger. Précision apportée par le FBI. Après l'attaque dans une boîte de nuit gay qui a coûté la vie à 49 personnes et fait 53 blessés, on apprend qu'Omar Mateen se serait radicalisé sur Internet. Un peu partout dans le monde, les hommages aux victimes se multiplient. François Hollande s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Paris et ce matin, il a exprimé sa solidarité au peuple américain et à la communauté homosexuelle. On l'écoute tout de suite. Après l'effroyable tuerie homophobe d'Orlando, c'est l'Amérique qui a été frappée, mais c'est la liberté qui était visée. La liberté de choisir son orientation sexuelle, la liberté de déterminer son mode de vie. Après les violences de ce week-end entre hooligans russes et anglais à Marseille, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, assure qu'il n'y a pas eu de faille dans le dispositif de sécurité. Avis contraire du sénateur maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. On l'écoute.
Nous avions bien préparé cela. Puis se produit ce genre d'acharnement imbécile, stupide, qui donne une image détestable de la ville de Marseille. Ceux qui ont commis des fautes doivent être sanctionnés. Et aujourd'hui, justement, 10 supporters violents ont été jugés en comparution immédiate. Un Français de 29 ans a été condamné à 1 an de prison ferme. 5 hooligans anglais ont, eux, été condamnés à des peines allant d'1 à 3 mois d'incarcération. On revient maintenant sur le début de l'examen en séance au Sénat de la réforme du Code du travail. C'est notre premier débat ce soir. Oui, la loi travail en examen au Sénat, alors que vous le savez, la pression se maintient dans la rue à la veille d'une journée de mobilisation. Alors le Sénat, à majorité de droite, promet de réécrire totalement le texte. Le gouvernement, de son côté, espère en profiter pour remobiliser sa gauche et face, dit-il, à l'épouvantail de la droite. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, retour justement sur l'enjeu de ce texte au Sénat avec Julie Hulin. Dans un climat de fronde sociale qui se prolonge, pour la loi travail, l'heure est à la séance publique au Sénat, où seront étudiés pas moins de 900 amendements et 2 motions communistes. Sur la table, le texte amendé par la majorité sénatoriale de droite. Plus souple selon eux, plus libéral pour d'autres. C'est un texte où il y a effectivement plus de souplesse dans un certain nombre de domaines pour les entreprises, notamment les PME qui étaient les grandes oubliées du texte, mais en même temps également où on met plus de retour aux salariés. La commission chargée de relire le texte a supprimé 12 articles. Fini la généralisation de la garantie jeune qui permet le versement d'une allocation de 461 € par mois. Fini également la référence aux 35 heures. Le nombre d'heures travaillées sera décidé par accord d'entreprise. En revanche, le Sénat a conservé le principe de la hiérarchie des normes et réintroduit la mesure de plafonnement des indemnités de licenciement au prud'homme. Un retour en arrière selon la gauche qui souhaite profiter des débats pour clarifier ses intentions. Le Sénat va être l'occasion de poursuivre ce débat, non pas entre nous, mais avec les Français. Et donc mon travail, comme ceux de mes collègues du groupe socialiste, c'est de faire la pédagogie de la réforme. C'est pas de polémiquer, c'est de débattre. Faire de la pédagogie pour apaiser les tensions et patienter. Car si Manuel Valls s'est dit ouvert aux propositions du Sénat, c'est sans aucun doute le 49.3 qui aura le dernier mot à l'Assemblée nationale. Et nos invités pour en parler ce soir, Alain Joyandet, bonsoir. Et bienvenue, sénateur Les Républicains de la Haute-Saône et conseiller politique du parti. Nous accompagne également Nadège Aboumangoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Avec nous également Karl Meus, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Figaro Magazine. Et Patrick Appelmüller, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Humanité. Alors madame, messieurs, d'abord, Alain Joyandet, dites-nous, quel est l'objectif de la droite au Sénat? Que voulez-vous montrer et peut-être même prouver en chamboulant de fond en comble ce projet de loi? La commission au Sénat a voulu quelque part rétablir l'origine du texte tel qu'il avait été présenté dans un premier temps par le gouvernement et puis vidé de son contenu par les députés socialistes. Donc au fond, la commission veut montrer qu'on peut trouver une forme d'évolution sans être caricaturé pour donner plus de souplesse aux entreprises et tenter de donner aussi de la sécurité aux salariés. À titre personnel, je ne parle pas au niveau de la Commission, mais à titre personnel, je pense que nous devons faire très attention au Sénat de ne pas nous laisser caricaturer et dans les faits, très concrètement, sur l'aspect législatif et juridique, faire en sorte que nos travaux ne soient pas un recul pour les salariés. Je pense qu'on doit trouver le chemin de crête qui donne des libertés aux entreprises, mais je pense que la situation des salariés est suffisamment difficile pour qu'on ne fasse pas payer aux salariers du privé la réforme. Mise en garde par rapport à la droite, à votre parti. Oui, j'ose le faire. Oui. J'ose le faire parce que je ne suis pas forcément majoritaire. Vous me posez une question sur ce que fait la Commission, j'essaie de vous l'expliquer objectivement. Je dis à titre personnel, je pense que les salariés du privé ne doivent pas payer la réforme au prétexte que l'État ne se réforme pas. Ce dont nos entreprises ont besoin, c'est de réformes structurelles,
de moins de charges, de moins de tracasseries administratives. Tout ça, ce ne sont pas nos salariés, nos collaborateurs. Nos collaborateurs, ils ont besoin d'être confortés dans une situation difficile. C'est pas parce qu'on a un emploi qu'on est privilégié, et c'est pas parce qu'on fragilisera nos collaborateurs qu'on va donner un emploi à ceux qui n'en ont pas. C'est ma position. Alors vous dites, oui, et vous dites, c'est votre position, vous dites personnelle. Pas de caricature, Nadège Abomangoli, Alain Juandé dit cela parce que la gauche, vous, au Parti Socialiste, vous comptez sur cette réécriture. Est-ce le cas? Eh bien, pour faire retomber un petit peu la pression à gauche et puis dire, regardez, au secours, la droite revient, et si elle revient, regardez son texte. En même temps, quand on regarde d'un peu près ce qui est proposé par la droite en commission, on a l'impression qu'ils se caricaturent eux-mêmes. Lorsqu'on prend par exemple le cas des 35 heures, en responsabilité dans le quinquennat précédent, ils n'avaient pas été jusque-là. Donc quel est l'objectif à part caricaturer? Et puis vous parlez de protection pour les salariés. Moi je dis régression également lorsque par exemple sur les questions de la pénibilité, qui est quand même une avancée dans le droit du travail, vous êtes en recul, vous êtes même en suppression. Et donc là, moi je dis que finalement, on n'a pas besoin de nous-mêmes. C'est vous qui vous caricaturez. Vous répondez, Alain Juandé, puis on donne la parole à Karl Meis. Je pense que la question est dans la réponse et je suis presque d'accord avec ce qui vient d'être dit par la représentante du Parti Socialiste, parce que je le dis encore une fois, je pense que nous devons réformer, mais pas sur le dos des salariés. C'est un chef d'entreprise qui vous le dit. Je pense que dans nos entreprises, on a besoin d'avoir des communautés de travail. Le travail, ça doit être un élément de fraternité, ça ne doit pas être un élément de combat. Ça, c'est très intéressant, Karl Meis, parce que certains, mis à part Alain Juandé, certains à droite, d'autres à droite, craignent justement que la droite sénatoriale n'offre sur un plateau une sorte de chemin de crête au gouvernement, une porte de sortie par un texte qui serait jugé trop libéral. Et finalement, la pilule du gouvernement passe d'autant plus facilement. C'est un peu le piège qui est tendu à la droite et dans laquelle une partie de la droite ne tombe pas. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce texte est, j'allais dire, c'est pris en otage, ou en tout cas, est l'enjeu de quelque chose qui le dépasse complètement. À droite comme à gauche. On a bien compris dans ce que disait Alain Juandé que la primaire de la droite se joue en partie ici au Sénat. Le Sénat est à majorité, en tout cas la droite du Sénat est à majorité. Vous dire que c'est le laboratoire de la droite. Jupéo-filloniste, donc un peu plus libéral, alors que les sarkozystes ne sont pas sur cette ligne. Je pense que quand on entendra les propositions de Nicolas Sarkozy, on verra qu'il n'est pas sur cette ligne libérale. À gauche, c'est pareil. Qu'est-ce qui se joue dans la compétition entre le Parti communiste, les Verts et le Parti socialiste? C'est 2017. C'est qui pourrait être en tête au premier tour de candidats de gauche potentiels, l'un représentant la gauche de la gauche, ce bloc qu'on voit aujourd'hui dans la rue, qui sont les électeurs de François Hollande d'il y a 4 ans et demi, et le candidat du Parti socialiste, si c'est François Hollande. Patrick Appel-Muller, comment le directeur de l'Humanité, qui soutient les manifestations dans la rue, en particulier la journée de mobilisation demain, voit tous ces débats entre gauche et droite, alors que majoritairement encore, même si c'est une courte majorité, les Français sont contre encore ce projet de loi? Je trouve que c'est un résumé un peu hâtif de dire débat entre gauche et droite. Le débat, il a lieu aussi au sein de la gauche. Ah, ça, on le sait, il a même lieu massivement. Je trouve que le Sénat a bien de la chance de pouvoir débattre, puisque l'Assemblée nationale a été interdite de débat, même si l'annonce du 49.3, évidemment, rend ce débat un peu vain pour l'Assemblée nationale. Je trouve qu'on assiste à un jeu de rôle assez savoureux. Il y a d'un côté la droite qui dit « je veux rétablir le texte originel ». De l'autre côté, le Parti socialiste présente la plateforme sur laquelle la droite peut s'appuyer pour faire ses propositions comme un texte d'avancée. C'était assez difficile. Il y a eu effectivement des reculs qui ont été faits. Pas vous personnellement, mais la CGT n'est pas dans un jeu de rôle aussi comme ça, toute la pièce de théâtre. Mais justement, mais là on est dans un jeu de rôle, mais je crois qu'il faut se rapporter à ce qui fait que des gens acceptent de perdre 3 semaines de salaire contre une loi, que des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes manifestent, font des blocages, etc. Là, c'est pas 2017 qui est en jeu, c'est leur avenir dans l'entreprise, c'est l'extension de la précarité qui déjà touche 80% des jeunes embauchés, c'est la possibilité de licencier très largement que permet l'article 11, c'est le fait que la loi ne protégera plus les salariés, l'accord d'entreprise va l'emporter, donc c'est
dans la majorité des entreprises, la loi du patron qui va être forcée. Un exemple comme Smart, je pense, est tout à fait éclairant sur les perspectives de cette loi et ce qu'elle peut permettre. Et puis ensuite, il y a tous les droits qui sont rognés. Donc ça, c'est ce qui préoccupe d'abord les manifestants. On a dit pas de caricature, Nadège Abomangoli, quand vous écoutez les propos de Patrick Appelmuller. C'est de la caricature où il y a une part aussi bien de réalité. C'est ce qui explique l'inquiétude des Français. Moi, je trouve que la caricature, c'est dans l'idée qu'il y aurait une toute-puissance donnée aux chefs d'entreprise. Et je me pose une question, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez peur de l'expression des salariés? Et pourquoi est-ce que, dans la mesure où, par ailleurs, les moyens des syndicats sont augmentés, le mandatement pour les petites entreprises qui, jusqu'à présent, ne disposaient pas de délégués, peuvent maintenant en avoir? Pourquoi est-ce que vous avez peur de l'expression des salariés? Mais vous savez, la loi est-ce que vous, de votre côté, vous ne jouez pas également autre chose? Parce que finalement, nous, au Parti Socialiste, on a clairement un accord avec le syndicat réformiste CFDT, UNSA, etc. Non mais la majorité des syndicats sont opposés et 59% des électeurs de gauche, 58% des électeurs du Parti Socialiste sont opposés à la loi travail. Donc vous pouvez dire, les électeurs socialistes massivement sont opposés à cette loi. Il y a quand même un problème de fond. Il y a quand même un problème de fond, qu'on soit de gauche ou de droite. Un texte de loi, en plus présenté par la gauche, ce qui est quand même fort de café, pardonnez-moi l'expression, un texte qui permet qu'éventuellement des salariés qui aujourd'hui ont des heures supplémentaires payées à 25% puissent, 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'imprimerie, les rotatives, le dimanche matin, 2h du matin, on a 30 ans d'entreprise, on a 25% de majoration des heures supplémentaires, et par le biais de cette loi d'accords locaux qui vont par-dessus les accords nationaux, etc., on peut se retrouver un jour en disant attention, c'est plus 25, mais c'est 10. C'est le Parti Socialiste qui propose ça. Est-ce qu'on l'accepterait pour nous? Et c'est vous qui le dénoncez. Est-ce qu'on l'accepterait pour nous? Est-ce qu'on l'accepterait pour nos enfants? Est-ce que vous Sûrement parlez de 39 heures et de paiement des heures supplémentaires à partir de la 40e? C'est quand même aussi incohérent ce que vous dites. Mais il y a un problème de fond dans le texte. Il y a un problème de fond dans le texte. Moi, je suis d'accord pour la souplesse. Je pense qu'il faudrait trouver des barrières pour qu'il ne puisse pas y avoir de régression de pouvoir d'achat pour des gens qui ont 30 ans de maison. Il y a le fond et il y a la forme. Est-ce qu'à gauche, est-ce que chez les socialistes, ils ont fait un mauvais pari dès le départ? Ils ont parié sur l'essoufflement du mouvement social. On verra ce qu'il en sera demain. Mais pour le moment, les Français sont toujours aussi motivés contre cette loi et pas encore assez exaspérés contre, en tous les cas, les grévistes. Il y a eu une distribution, non pas de cadeaux, mais il y a eu des gestes qui n'a pas calmé les différentes revendications. Est-ce que c'est une erreur originelle qui se poursuit? Je crois que le gouvernement savait de toute façon que le mouvement ne s'arrêterait pas à l'arrivée, au démarrage de l'euro, et que de toute façon, à partir du moment où le texte est programmé pour durer au Sénat pendant une quinzaine de jours et ensuite revenait à l'Assemblée, qu'il allait avoir des contestations au moins jusqu'au début de la lecture à l'Assemblée, jusqu'au moment où il y aurait le 49-3. Je crois qu'à un moment, le gouvernement a espéré que peut-être les sénateurs de droite joueraient un peu son jeu et par une motion de procédure, pourrait peut-être éviter le débat. Ils ne l'ont pas fait. Il ne faut pas non plus prendre les sénateurs que pour des alliés ou des gens gentils, surtout après l'histoire de la déchéance de nationalité. Et à un an de l'élection présidentielle. Et à un an de la présidentielle. C'est intéressant ce qui se joue, parce qu'au fond, si on fait le résumé du quinquennat de François Hollande, il démarre par la fin des heures supplémentaires défiscalisées, qui est une erreur qu'aujourd'hui François Hollande reconnaît, mais qui est quelque chose qui aura coûté du pouvoir d'achat à son électorat, des gens pas forcément très aisés. Et on a de nouveau ce problème-là avec la loi travail, d'heures supplémentaires qui seront moins payées et qui vont là aussi toucher une partie de son électorat et l'électorat qui touche le moins. Et là, il y a peut-être un vrai problème pour François Hollande. Au-delà du problème pour François Hollande, Nadège Abomangoli, qu'est-ce que vous, même personnellement, vous retirez comme enseignement du fait que ce projet ne passe pas? Qui ne passe pas auprès de, même si c'est une majorité relative. On dit souvent, les Français, on doit faire de la pédagogie. Ça fait 3 semaines qu'on en fait à la télévision, à la radio. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? Je pense que dès le début, la manière dont tout cela a été présenté... Juste la manière, vous croyez? N'était pas la plus habile. Et puis également, il faut quand même reconnaître qu'il s'agit du Code du travail. Donc le Code du travail, c'est le fruit de conquête sociale, de lutte sociale. Et donc du coup, dès lors qu'on
on se met comme ça à essayer de l'adapter à la société d'aujourd'hui, au marché du travail d'aujourd'hui, aux réalités technologiques d'aujourd'hui, eh bien, il suffit des inquiétudes et la mobilisation a été à la hauteur des inquiétudes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour le faire passer plus de crédibilité, d'autorité? Vous avez collégialement manqué de cela, et en particulier le chef de l'État? Je pense qu'il aurait fallu plus de clarté et dès le début essayer d'apaiser les inquiétudes et d'expliquer aussi qu'il était nécessaire de s'adapter aujourd'hui aux réalités du travail, à la nécessaire flexibilité, mais aussi à la sécurité pour les salariés, et cette loi contient cela. Alors vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alain Joyandet, et c'est Dominique Chaumard qui nous dit qu'il va falloir rebaptiser OVPL, c'est le titre de notre émission, on va plus loin, le monde à l'envers, parce qu'on a l'impression que les positions sont à l'envers. Vous défendez finalement une vision du travail que les socialistes auraient dû normalement défendre. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le général de Gaulle a dû dire quelque chose, comme je me risque à le citer mal et pardon d'avance. On sait ce que le collectivisme a donné dans le monde, on sait les dégâts que ça a fait. On sait ce que le libéralisme débridé peut donner comme problème dans l'autre sens. Entre les deux, il y a la voie de la participation. Oui, mais on s'inquiète pour vous, parce que vous êtes conseiller politique du parti qui a pas une surenchère libérale, mais en tous les cas une concurrence. Non, je suis conseiller politique d'un président de parti politique dont je n'ai pas le sentiment qu'il fait de la surenchère libérale. J'ai l'impression que c'est plus libéral que moi tumeur. Je pense que Nicolas Sarkozy est un homme d'État pragmatique, qui fait une analyse de la situation et qui, par rapport à une analyse de situation, propose des solutions concrète, en essayant toujours de trouver un équilibre, y compris sur les problèmes sociétaux. Son discours de Lille sur la question de l'identité, on a bien vu le chemin de crête, on a bien vu l'équilibre. Je suis persuadé que sur la question économique et sociale, le moment viendra où il pourra montrer aussi l'équilibre entre ce qu'est l'entreprise, les chefs d'entreprise. Il ne faut pas mélanger d'ailleurs chefs d'entreprise et entreprise, mais les salariés, c'est quand même le cœur de l'entreprise. Il devrait nous surprendre avec un programme voulez supprimer le minimum pour le temps partiel. C'est pour ça que les 39 heures, vous les rétablissez. Enfin, il ne faut quand même pas non plus... On n'a pas rétabli les... Vous savez, avec Nicolas Sarkozy, c'était travailler plus. Non, madame, parce qu'avec Nicolas Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus, les heures supplémentaires détaxées. Et avec M. Hollande, c'est travailler plus pour gagner moins, puisqu'on va faire plus d'heures supplémentaires et qu'on sera payé moins. C'est QFD, c'est tout. Il ne faut pas raconter d'histoire. Non, mais là aussi, Alain Joyandet a sur cette loi une nuance par rapport à ce qui est effectivement une surenchère libérale parmi tous les candidats, Nicolas Sarkozy compris, mais qui s'appuie sur un démantèlement conduit avec persistance par le gouvernement socialiste depuis des années. Parce que on parle de forme autour de cette loi qui aurait créé des problèmes, mais la forme, c'est toujours du fond qui remonte à la surface. Et précisément, la volonté d'imposer cette loi en violation précisément de la loi Larcher, qui prévoit des négociations avant toute modification du Code du travail et de la réglementation du travail. Le fait de ne pas rencontrer les organisations syndicales, parce que vous saviez que ça ne pouvait pas marcher. Il y a eu quand même parce que le fond de cette des loi... rencontres. Non, il n'y a pas eu de rencontre sur la loi travail et sur le projet de loi travail. Il y a eu des rencontres très vagues autour d'une réforme du Code du travail. On va réécrire l'histoire, mais ils vont se retrouver là, bientôt, le 17 juin. Il n'y aurait pas eu 800 amendements à l'Assemblée nationale. Des réponses, et qui n'ont pas été examinées par l'Assemblée nationale. Et maintenant, 300 ont été adoptés. Attendez, 300 ont été adoptés. Et maintenant, il vous a pas échappé qu'on n'était pas au gouvernement, quand même. Et puis, les faits sont têtus. 9 millions de personnes qui ont les heures supplémentaires détaxées, c'est nous. C'est vous qui les avez supprimés. Vous n'avez pas expliqué aux Français que Nicolas Sarkozy a amélioré leur situation. Il n'y en a pas un qui vous croira. Et je crois que le résultat des élections de 2012... 4 ans plus tard, les 9 millions de Français qui bénéficiaient des heures supplémentaires attendent qu'elles reviennent. Mais il n'y a pas d'envie de retour. Et maintenant, Karl Meis, de l'ampleur de la mobilisation demain dépendra sans doute l'avenir de la réforme portée par la ministre du Travail et surtout voulue par Manuel Valls et François Hollande. On dit souvent que le tandem exécutif, on lit souvent, joue la fin de quinquennat sur cette loi. Est-ce que c'est le cas ? Oui, complètement. C'est-à-dire que si jamais il retirait ce projet, c'en serait fini d'éventuelles réformes, ou en tout cas de leur crédibilité
à pouvoir de nouveau continuer à réformer. François Hollande l'a redit encore l'autre jour, il veut réformer jusqu'au dernier jour. S'il retire ce projet de loi, ça ne serait pas possible. En revanche, s'ils arrivent à le maintenir, si jamais demain la mobilisation n'est pas aussi énorme, je crois que c'est le mot qu'a utilisé Philippe Martinez, là, ils seront renforcés dans l'idée de ne pas céder à l'Assemblée. On a déjà vu qu'il y avait quelques moyens de débloquer, de déverrouiller, notamment sur les accords de branche, les accords d'entreprise qui pourraient être validés en amont. En tout cas, voilà, il y a des moyens de ne pas retirer le texte, mais de faire quelques avancées. Malgré tout, Alain Joyandet, le contexte social depuis des semaines reste non pas inflammable, il l'était au début, mais toujours aussi tendu. Qu'est-ce que vous retenez pour la suite? S'il y a alternance, c'est vous qui allez, j'allais dire, hériter de ce contexte social. Comment aujourd'hui faire passer, quelle méthode, quelle recette faudrait-il pour faire passer un projet de loi qui touche le code du travail ou autre chose de si sensible aujourd'hui? Passer plaide pour l'avenir. Pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, nous avons réformé avec très peu de mouvements sociaux, notamment la réforme des retraites. Des millions de gens dans la rue. Ça, c'est pour le passé. Et puis pour l'avenir, je pense que ce qu'il faut impérativement, c'est dire tout avant l'élection dans le détail pour pouvoir le faire dire après. Avant pour faire après. Le drame de M. Hollande, c'est qu'il a beaucoup menti. Moi, président, il a beaucoup menti. Il a surtout menti par omission. Il n'a jamais dit qu'il allait toucher aux fondamentaux du Code du travail. Aujourd'hui, il le fait. Il se met en porte-à-faux avec son électorat, avec le cœur de son électorat, et tout explose. Il y a deux grandes différences qui pourraient intervenir après 2007. C'est les réformes seront faites tout de suite après l'élection. Or, l'élection aura validé quelque part les projets de réforme. Et dans ces cas-là, on le sait, les syndicats attendent avant de réagir. Première chose. Deuxième chose, la grande différence, c'est que s'il y a des manifestations, ça ne sera pas l'électorat du nouveau président de droite élu qui sera dans la rue. Là, ce qui pose un problème pour François Hollande, c'est que c'est son électorat de second tour de 2012 qui est dans la rue. Et qui va lui poser un problème parce que quand on entend les récriminations des uns et des autres, on voit mal comment ces gens-là se retrouvent dans un second tour en 2017. Nadège Abomangolé, vous excluez totalement tout retrait, tout recul, tout pas de côté, j'allais dire. Alors, oui, pas de retrait. Enfin, pas de retrait. Moi, j'ai entendu la ministre du Travail indiquer qu'elle rencontrerait M. Martinez. Dans la minute. Voilà. Alors la minute, ce sera le 17 juin. C'est une vision du temps qui est assez étirée. Je ne sais pas encore ce qu'il ressortira de ça, mais en tout cas, il est clair que la loi ne sera pas retirée et que la nécessité aujourd'hui de s'adapter au monde contemporain par la loi du travail, il est maintenu, donc il n'y aura pas de retrait. Et on conclut avec Patrick Appel-Muller. Demain, c'est aussi un pari pour le leader de la CGT. Mobilisation énorme, a-t-il dit. Il joue aussi beaucoup. C'est un pari pour la majorité des syndicats, pas seulement pour Philippe Martinez. Ils sont tous mobilisés et on va avoir par exemple les 7 fédérations de taxis qui se mettent demain dans le mouvement. Donc ça s'étend, et notamment sur la loi travail et pas seulement sur la loi travail. Donc je crois que on est dans un mouvement qui va durer. Je pense, et je préviens Monsieur Joyandet, je crois que la France n'est pas un pays qui admet facilement la régression sociale, qui admet facilement de prendre le contre-pied de tout ce qui a été l'histoire qu'il a forgé. Et par exemple, la gauche a imposé une hiérarchie des normes qui permettait que la loi protège les plus faibles et que ça ne soit pas l'accord d'entreprise qu'il fasse. Je pense que c'est profondément... Un mot de conclusion, Alain Joyandet. La loi est toujours supérieure à l'accord d'entreprise. Et la droite devrait y être attentive. Je dis très souvent à l'adresse de ceux qui seront en responsabilité après 2017, attention, la France n'est pas devenue libérale. Je l'ai toujours pensé. Pas encore là. Nous verrons demain ce qu'il en sera pour cette mobilisation. Restez avec nous. La suite de votre émission, ça va vous intéresser. Avec cette question à présent, que donne la loi El Khomri, mais version finlandaise? Oui, on va un petit peu sortir et dépasser nos frontières pour voir comment cela se passe ailleurs. Et c'est l'édito Écho ce soir. Tandis qu'en France, les semaines sociales se suivent et se ressemblent, eh bien en Finlande, le gouvernement d'Helsinki a eu le feu vert pour mettre en route des réformes particulièrement douloureuses. Bonsoir Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. Est-ce qu'il y a une recette finlandaise? Alors, le feu vert s'est obtenu hier, parce que le dernier syndicat qui n'avait pas signé le programme de réforme de la droite, qui est revenu au pouvoir en mars 2015, a en définitive signé. Donc, depuis un an, il y a des négociations. Depuis un an, il y a beaucoup de manifestations en Finlande, car comme chacun sait,
le finlandais n'est pas frileux. Alors, le problème de base, la base à Bien l'affaire, sûr, tout le monde le sait. Bien sûr. La base à l'affaire, c'est que la situation économique de la Finlande est extrêmement critique. Ça fait maintenant 3 ans qu'il n'y a pas de croissance. La Finlande est le seul pays de la zone euro, avec l'Espagne, à ne pas avoir rejoint son niveau de PIB d'avant la crise de 2008. 5 ans de déficit commercial, alors que la Finlande n'avait jamais connu de déficit commercial depuis 1984. L'augmentation du déficit budgétaire, on arrive au niveau de la France. Alors c'est important parce que la Finlande a été la plus sévère vis-à-vis de la Grèce, plus que l'Allemagne d'ailleurs, puisqu'elle a attendu le dernier moment avant de signer les plans de redressement. Le chômage augmente. Bref, la situation est extrêmement difficile. Et la droite, en mars 2015, avait annoncé la couleur. C'est pour ça que j'entendais avec intérêt le débat qui a précédé, en disant nous avons un gros problème de compétitivité. Pourquoi ? Parce que le marché russe s'est effondré avec la crise russe. La Finlande avait réussi à avoir des pilotes, des histoires d'usines pilotes, des technologies, je pense notamment à Nokia qui produisait énormément et avait beaucoup d'emplois, mais qui n'a pas réussi à prendre le virage du smartphone. Et enfin, sur le papier, carton, le bois, la Finlande s'est effondrée parce qu'elle n'arrive pas à résister aux pays émergents. Et la droite avait dit, on a un sérieux problème de compétitivité, il faut baisser le coût du travail de 5%. Ça a été annoncé dans son programme. 1 an après, où est-ce qu'on en est ? On en est que, la droite a décidé de baisser, de diviser par 2 le prix des heures supplémentaires, d'augmenter de 3 jours par an le temps de travail, de réduire les assurances maladie, d'augmenter les cotisations sociales d'1% des salariés, de baisser d'1% pour celles des entreprises, de diminuer de 30% les congés des fonctionnaires. Bon, bref, un ensemble qui a fini par être adopté, mais on n'arrive pas à 5%, on arrive à peu près à 3,7% de baisse du coût du travail, ce qui n'est pas négligeable. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, il y a 2 choses. La première, c'est que en 1993, la Finlande avait connu une situation comparable et elle s'en était sortie par une dévaluation massive du marka, 40%, ce qui est considérable, ce qui lui avait permis de redresser la situation. Et c'est ouvert en Finlande, et je le dis parce qu'il va y avoir le Brexit anglais, c'est un débat, mais est-ce qu'on a intérêt à rester dans l'euro ? Pourquoi ? Parce que, en fait, on avait une variable d'ajustement qui était la monnaie, on ne l'a plus, donc on a une variable sociale et on se retourne contre nos gens. Et le second point ? Pardon ? Et le second point ? Et alors, je finis quand même pour dire que la Finlande a ouvert un débat parlementaire sur faut-il, oui ou non, rester dans l'euro. Avec, cela dit, ils ne sortiront pas parce que le ministre des Affaires étrangères de droite a dit c'était une erreur de rentrer dans l'euro, mais ça serait une catastrophe d'en sortir. Et le deuxième point, vous l'avez annoncé dans le titre, c'est que dans les propositions de la droite finlandaise, il y avait la fameuse inversion de la hiérarchie des normes. Or, les syndicats ont bataillé contre et à la place, ils ont obtenu ce que je viens d'annoncer à l'instant, le plan de redressement. Autrement dit, si vous voulez, on peut toujours négocier. Il y a un proverbe français qui dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et en Finlande, il y en a un qui dit « tant qu'il y a des miettes, il y a du pain ». Merci Jean-Luc Gombault pour votre analyse. Il est 22h30, passez tout de suite le journal avec Paul Bouffard. On en parlait à l'instant, la loi travail au Sénat dans un quart d'heure maintenant. Les sénateurs vont commencer l'examen de l'article 1 du texte, celui qui fixe les grands principes du Code du travail. Tam Tranui, vous êtes toujours avec nous en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur socialiste Jérôme Durain. Oui, Jérôme Durain qui est un des représentants de l'aile gauche du Parti socialiste, les sénateurs frondeurs. Alors la droite sénatoriale a donc largement modifié le texte dans un sens plus libéral. Est-ce que du coup ça vous rend le texte du gouvernement plus acceptable, plus sympathique ? Non, pas vraiment. La réalité, c'est qu'on est sur un rapport de force économique qui, dans la période, est défavorable aux salariés. Donc, imaginez inverser la hiérarchie des normes, permettre des accords qui soient plus favorables aux entreprises, in fine, que ce soit dans une version de gauche ou de droite, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Oui, c'est l'article 2 qui cristallise les tensions, d'autant plus que dans cet article, la droite sénatoriale en a profité pour faire sauter le verrou des 35 heures. Alors, vous disiez avant qu'il fallait évoluer sur cet article, mais maintenant, vous demandez même sa suppression. Cette suppression, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes un certain nombre à gauche à imaginer que dans un rapport de force politique, dans une année qui est une année préélectorale, il faut montrer des signes à un électorat qui doute de nous. Tout le monde en a fait le constat. Les sondages ne sont pas au beau fixe pour l'exécutif. Donc ce texte a, par certains aspects, une allure de provocation. Donc ouvrir sur l'article 2, ouvrir la négociation, tendre la main, ça me paraît être
bonne politique. Et vous ne pensez pas que le dialogue social à la sauce du gouvernement, les accords collectifs puissent être synonymes d'autre chose que de dumping social? Ça ne peut pas être du gagnant-gagnant, y compris pour les travailleurs, pour les salariés? Même certains négociateurs patronaux craignent ce dumping social, craignent qu'il y ait une concurrence déloyale. On a vu des accords chez Smart, par exemple, on voit ce que ça donne. Mais les syndicats sont débordés parce qu'il y a un rapport de force où le salarié n'a pas le même poids que son patron. Donc, dans la période, ça n'est vraiment pas la bonne idée. Merci beaucoup, Jérôme Durin, d'avoir répondu à nos questions, alors que la séance va reprendre d'ici un quart d'heure sur l'article 1er du texte. Merci beaucoup Tam. Dans l'actualité également, après la tuerie d'Orlando aux États-Unis hier, les hommages aux victimes se multiplient. Les sénateurs ont observé un moment de recueillement. Tout à l'heure, Gérard Larcher a exprimé la solidarité du Sénat aux victimes et à leurs familles. Le bilan humain est très lourd après cette attaque. 49 personnes sont mortes. Il y a aussi 50 blessés, dont 5 en situation critique ce soir. Une tuerie qui rebat les cartes de la campagne présidentielle aux États-Unis. C'est notre second débat ce soir. Et nous allons insister ce soir sur l'impact de cet attentat, de cette onde de choc sur la campagne américaine. Quelles conséquences alors que les États-Unis s'interrogent aussi sur le terrorisme islamiste mené par des Américains sur le sol américain contre des citoyens américains. L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Marjorie Paillon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste à France 24, France Culture, cofondatrice et rédactrice en chef d'un blog sur la communication politique américaine, Vue de France, intitulé ilovepolitics.info. Nous accompagne également Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, docteur en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, politologue et auteur notamment de Trump, l'onde de choc populiste, un livre à paraître, c'est bien cela. Oui. Jean-Éric Brana, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris de Assas, spécialiste des questions de société de politique américaine. Et nous accompagne également Soufiane Al-Sabak, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de politique intérieure américaine et en particulier de la droite. Alors, mesdames, messieurs, avant de parler en détail des conséquences de cet attentat sur la campagne américaine, je voudrais qu'on s'arrête un moment, Jean-Éric Brana, sur les mots. Ils ont évidemment leur importance dans ces circonstances et ces moments tragiques. Est-ce que l'administration américaine ou Barack Obama a du mal ou a eu du mal à nommer les choses, à parler tout simplement, comme on le fait en France, de terrorisme islamiste? Est-ce que c'est de la prudence ou une forme de déni? Ah non, je crois qu'il n'a pas du tout de mal à prononcer les mots. Seulement, il fallait d'abord protéger une population qui est un petit peu en danger si on n'y fait pas trop attention. Il faut savoir quand même, et Hillary Clinton l'a répété ce soir quand même, que à la suite des attentats de San Bernardino ou du Bataclan à Paris, les attentats contre des musulmans aux États-Unis se sont multipliés. Donc effectivement, c'est assez rapide de montrer du doigt, de faire un bouc émissaire de toute une population qui n'a bien sûr rien à voir avec ce qui s'est passé. On ne peut pas généraliser à partir d'un loup solitaire comme on a à Orlando et prétendre que tous les musulmans seraient ça c'est une évidence, mais gens dangereux. On fait la différence avec terrorisme islamiste. Et c'est bien pour ça que Barack Obama a fait très attention aux mots qu'il employait en disant on va y aller doucement. On est là dans le temps du deuil, le premier temps qu'il fallait respecter. Et c'est ce qu'a rappelé Hillary Clinton ce soir. Elle a dit on arrête la politique pendant quelque temps, on s'unit autour de cette grande œuvre commune qui est l'unité, on fait face ensemble et on cherche des solutions. D'ailleurs, vous avez remarqué que tout son discours a été de proposer des étapes de problème et une solution derrière, très pragmatique. Alors oui, on va en parler. Vous dites le temps du deuil, mais Marjorie Paillon, évidemment, Donald Trump s'est engouffré dans la brèche. Il a créé la polémique sur ce sujet, nommer ou pas les choses. Est-ce que c'est une question en débat qui intéresse et qui a lieu en ce moment aux États-Unis ? Donald Trump s'engouffre dans toutes les brèches, si j'ose dire, et celle-ci, en l'occurrence, il la martèle depuis le tout début de sa campagne. Donc, c'est pas si nouveau que ça pour un Trump candidat. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Hillary Clinton, elle, a réussi à contourner l'écueil. C'est-à-dire que, oui, elle a prononcé le mot à un moment donné sur une interview d'islamisme radical, en tout cas. Elle n'est pas allée jusqu'au terrorisme islamique, mais en tout cas, elle a tenté d'emboîter ce pas, tout en essayant de contourner quand même la situation, de prendre de la hauteur. Et le discours auquel Jean-Éric faisait référence tout à l'heure, elle est très maligne parce qu'elle fait référence à George Bush, par exemple, après les attentats du 11 septembre. Le temps du deuil, la nation qui doit faire front autour de ses victimes, prendre de la hauteur encore une fois, penser ses plaies. Ça, c'est très intéressant parce qu'il faut que la campagne prenne un petit peu là aussi de hauteur pour éviter d'être trop passionnée et de tomber dans les écueils dans lesquels Donald Trump, lui,
tombe vraiment largement. Trump, en ce moment, c'est un bulldozer. C'est-à-dire que ce soit par tweet, que ce soit par interview interposée, il martèle ses propositions qui sont, en l'occurrence, des invectives sur le fait qu'il ne faut plus laisser entrer sur le sol américain des ressortissants musulmans. Là, on en est carrément au fait de dire qu'il ne faut même plus laisser le droit d'entrée sur le sol américain des passagers ou des gens qui seraient en rapport dans des pays de provenance qui auraient un lien terroriste. Donc on est quand même en train d'aller très très loin dans cette campagne et on a l'impression qu'à 5 mois d'élection générale, ça y est, le rythme s'accélère. Ça, jusque-là, on le savait, mais que cette dramatique tuerie d'Orlando tombe à pic, en l'occurrence pour Donald Trump, puisqu'elle lui permet vraiment de renchérir sur ses thématiques favorites. Et ça, c'est malgré tout, Fenel Sabag, entre évidemment les outrances de Donald Trump et une prudence peut-être d'Hillary Clinton, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? En France, il y a eu, malheureusement, on a connu cela, il y a eu le temps du deuil, mais très vite les questions. Et très vite, dans le débat, l'obligation, en tout cas la nécessité de vraiment nommer les choses pour les comprendre et puis les combattre surtout. Est-ce qu'il n'y a pas une différence non plus entre nommer les choses et puis en faire toute une tartine, si vous me passez l'expression? Pour Donald Trump, c'est très clair. Le choix était très clair. On s'est demandé, après sa victoire officielle dans les primaires il y a à peu près un mois, s'il n'allait pas enfin commencer à opérer son virage vers le centre, essayer de modérer ses propos, essayer de passer mieux auprès de l'électorat général américain et se départir de l'électorat de la primaire. La réponse d'Orlando, tout de suite, on la voit, c'est que non, Donald Trump va continuer à faire du Trump, il va continuer à polariser, il va continuer à mettre de l'émotion dans le débat, il va continuer à annoncer des mesures qui vont choquer l'opinion américaine. Et ça, si on essaie de se projeter dans les mois, les semaines à venir, vers l'élection générale, c'est un pari qui est très très risqué, puisque Donald Trump ne semble pas avoir saisi que la primaire républicaine, son mode opératoire, sa méthode, sa stratégie et même son argumentaire, il faut qu'il le laisse de côté, il faut qu'il évolue pour préparer le choc qui va se jouer au centre, en théorie, avec Hillary Clinton. Vous êtes d'accord, Marie-Cécile Nalle? Je crois qu'il faut être très, très prudent dans les conclusions qu'on peut apporter aujourd'hui parce qu'on est quand même assez loin de l'élection. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'impression que la campagne soit vraiment bouleversée. Je crois que les événements d'Orlando confortent plutôt les positions des uns et des autres, c'est-à-dire un discours plutôt clivant, même très clivant du côté de Trump, et un discours rassembleur qui veut unifier la nation du côté de Clinton. Moi, je suis maintenant extrêmement prudente face à tout ce qu'on peut dire sur Trump. Il ne faut absolument pas le sous-estimer. On s'est quand même globalement... on a retenu la leçon depuis quelques temps. On doit être nombreux à faire amende honorable par rapport à l'absence de crédibilité qu'on lui a accordée il y a encore un an. Donc il faut être très prudent. Ce qui me frappe aussi, c'est, peut-être on y reviendra tout à l'heure, c'est que du côté démocrate, on rend hommage à la communauté LGBT. On parle d'attentats homophobes, ce qui n'est absolument pas le cas du côté républicain, mais c'est pas du tout surprenant. Les républicains étant... pas spécialement gay-friendly et ayant un gros problème avec la question de l'homosexualité. Les Républicains, et donc allons plus loin, Jean-Éric Brana, qu'en est-il de la société américaine? On l'a dit divisée, on l'a dit sous tension par rapport aussi à cette question. Est-ce que les États-Unis ont nommé aussi rapidement que d'autres le fait que ce soit un attentat et islamiste et homophobe? Après, on ne va pas me faire une surenchère ni une concurrence entre ce qu'on place en premier, mais est-ce que cela a été fait? Vous savez, les deux fléaux là, des républicains, en tout cas de cette Amérique qui a peur, puisque je ne sais pas s'ils sont tous républicains, qui sont sur la table. Juste un mot, si vous me permettez, avant de répondre concrètement à votre question, sur le changement de stratégie ou pas qu'il y aurait avec Donald Trump. Je crois qu'il y a un vrai changement de stratégie à partir de cet attentat, parce que, si vous vous souvenez, mardi dernier, Donald Trump, pour la première fois, s'est présenté avec un prompteur. Et on avait un nouveau Trump qui était en train d'être rempli idéologiquement par le Parti républicain. Donc on passait effectivement, comme le soulignait Soufiane, il était sous perfusion. Il était en train de devenir le candidat présidentiel que les républicains voulaient bien avoir. On préparait la convention. Tous les caciques du parti étaient en train d'en faire un petit peu leur marionnette. Et qu'est-ce qu'on a depuis hier soir? On a le Trump qui est ressorti de sa boîte. Peut-être qu'il avait déjà du mal à y rentrer et effectivement on l'en a fait ressortir aussi vite avec un discours encore plus fort que ce qu'il y avait eu avant.
Souvenons-nous juste à propos des musulmans, puisque c'est l'affaire du jour, quand il a demandé à ce qu'on empêche les musulmans d'entrer, ça a déjà fait beaucoup de bruit. Puis ensuite, c'était devenu une suggestion. C'était vraiment passé loin derrière. Aujourd'hui, c'est à nouveau venu au premier plan, et même c'est la surenchère, puisque on commence à cibler même certains musulmans de certains pays. Les démons ressortent malheureusement à l'occasion de cette tragédie. Il y a un vrai tournant dans cette campagne, effectivement, avec une polarisation très très forte, sécuritaire, et il s'agit de dénoncer l'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur. C'est un truc qui fonctionne parfaitement bien. Je termine mon propos, s'il vous plaît. Ça fonctionne terriblement bien dans certains pays, ça a marché dans certains pays, ça marchera peut-être aux États-Unis. Donc il joue son va-tout sur cette question-là en attaquant la crédibilité de Barack Obama et par ricochet d'Hillary Clinton, parce qu'en attaquant Barack Obama, bien entendu, il s'attaque à celle qui se réclame de son héritage. Hillary Clinton. Mais encore là où je rejoins Marie-Cécile, c'est qu'en effet, c'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire que Trump martèle déjà ces positions-là depuis un certain temps, et Orlando ne fait que renforcer finalement le discours qu'il peut tenir. Alors c'est vrai que on a vu un Trump sorti de son prompteur vociférant depuis plus de 48 heures, là, ce qui est quand même assez finalement fidèle à ce qu'il est et à sa personnalité. Encore une fois, ne pas le sous-estimer, on est d'accord. Maintenant, on est sur une polarisation à l'extrême. C'est-à-dire que quand on a joué ce match des primaires avec vous, Sonia, ici en plateau, on se disait on va vers une campagne qui va être totalement polarisée, et on le voyait de plus en plus. Là, ça y est, c'est fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une Amérique de tous les extrêmes, si j'ose dire, qui va devoir se retrouver le 8 novembre prochain pour pouvoir choisir un président ou une présidente. Et la vraie problématique qui se pose là, c'est de savoir si notre mathématique électorale va encore fonctionner. Est-ce que les indépendants vont réussir à faire ce qu'on appelle le gap? Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Très honnêtement, je n'en suis pas certaine. Et tous les paris qu'on peut jusqu'à présent porter sur cette élection sont déjoués au fur et à mesure que cette campagne progresse. Là où ça devient du trumpisme, j'allais dire, le trumpisme étant point humanisme jusqu'au bout des ongles, c'est qu'on est en effet dans l'invective, encore une fois, qu'en effet, il s'en prend à Barack Obama et Hillary Clinton qu'il dénonce leur manque de leadership, mais ce qu'il dénonce aussi, c'est une complicité de la communauté musulmane sur ces événements d'Orlando. Donc on va quand même relativement loin dans la façon dont on peut en effet mettre à l'index une certaine partie de ses concurrents, voire même d'une population qu'on veut stigmatiser. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu une forme, alors je vais être très prudente, de mea culpa dans le discours d'Hillary Clinton, dans les relations entre les États-Unis et certains pays? On pense tout de suite évidemment à l'Arabie Saoudite, mais également à d'autres pays. Je ne sais pas s'il y aura une remise en cause de ces relations, parce que nous ne sommes pas naïfs sur ce sujet et d'autres, mais est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience? Est-ce qu'il faut y croire, Sofiane El-Sabag? J'ai pas entendu ce son de cloche, ou en tout cas il n'était pas assez fort pour qu'il puisse être audible à ce jour, juste après, 48 heures après les événements. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Hillary Clinton, elle a compris que pour gagner cette élection en 2016, il faut redéfinir les règles du jeu. Ce que ça veut dire, c'est que Hillary Clinton prend un ton ouvertement très inclusif, très au-dessus de la mêlée, très présidentiel, in fine, ce que n'a pas spécialement fait Barack Obama dans cette très courte adresse qu'il a faite juste après les événements. Pourquoi? Parce que c'est Hillary Clinton que les lignes politiques sont totalement redéfinies. On peut essayer de deviner les intentions d'Hillary Clinton, qui sont peut-être à ce jour d'essayer de conquérir jusqu'à la gauche du Parti républicain, qui se veut, je dirais, plus modéré, plus mesuré dans ses propos, qui rejette le Trumpisme, qui, à l'image de Mitt Romney, sous aucune condition ne pourra voter pour Donald Trump, parce que ces républicains modérés, si peu nombreux qu'ils soient aujourd'hui en 2016 en Amérique, ils ont compris que Trump n'était pas un candidat américain, candidat républicain peut-être, mais candidat américain, non. Quand il dit que finalement le terroriste qui a été abattu est un Afghan, fils de parents afghans, non. C'est un Américain né en Amérique. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un Américain, Marie-Cécile Lave, né en Amérique, qui a étudié aux États-Unis, etc. Et est-ce que la question, alors comment on l'appelait, de l'ennemi de l'intérieur est posée aux États-Unis? Est-ce que c'est une question qui trouble les Américains? Parce qu'on entend tout un débat qui peut nous paraître, vu de France, assez particulier. On cherche à savoir s'il a reçu des ordres ou pas de Daesh. Or, on sait aujourd'hui que le djihad, c'est le djihad 3e génération, comme le dit souvent Gilles Kepel, qui n'a pas besoin qu'il y ait une autorité pyramidale pour avoir malheureusement un ordre de commettre ces attentats. Pourquoi est-ce que cette question de l'ennemi intérieur trouble les Américains? Alors, oui, la question de l'ennemi intérieur, elle est très très présente. Elle est largement instrumentalisée, récupérée, alimentée par Donald Trump. On est
on est dans une espèce de nostalgie d'une Amérique blanche. Est-ce qu'on lui laisse mythifiée. cette question, c'est ça? Oui, on la lui laisse, bien sûr. Et Clinton, et la prudence de Clinton ces derniers jours lui laisse le champ libre. Alors là, on est quand même dans l'immédiateté, juste après les événements. Certainement qu'elle doit avoir une posture de prise de distance qui peut-être sera payante, il faut voir. Mais là, c'est sûr que le champ libre lui est laissé pour alimenter sa rhétorique anti-musulman, qui est aussi la même rhétorique anti-hispanique. On se rappelle ce qu'il avait dit sur les Mexicains, en disant le Mexique ne nous envoie pas les meilleurs, il nous envoie les voleurs et les violeurs. Bon, voilà, il y a une espèce de discours chez Trump qui vise à conjurer une évolution démographique et culturelle absolument inéluctable, qui est que d'ici 30 ans, les Blancs d'origine européenne seront minoritaires et que les États-Unis vivent dans une culture mondialisée. Et le fait de prendre, parce que souvent dans son discours, il confond volontairement islam et islamisme, le fait de dire, voilà, les musulmans qui vivent sur le sol américain sont potentiellement des islamistes, ce sont les ennemis de la vraie Amérique. Évidemment, un événement comme celui-là, c'est presque du pain béni pour lui. Vous n'avez pas l'air d'accord sur toutes les... Je suis globalement d'accord. Je n'ai pas tout à fait la même lecture, notamment sur les derniers événements. Par exemple, Hillary Clinton, dans son discours ce soir, a mis en avant des expériences qui se passaient, elle a même cité Minneapolis, en disant on va devoir aller maintenant chercher ces expériences qui permettent de détecter cet ennemi intérieur qui pousse sur notre sol pour pouvoir les détecter très en amont et puis lutter. Car la réalité, c'est que l'Amérique se trouve face à un fléau qu'elle voyait chez les autres. Daesh, ce n'était pas les États-Unis, c'était à l'extérieur. Et ce qui s'est passé à Orlando, c'est que Daesh s'est invité aux États-Unis. Parce que San Bernardino, c'était presque un accident, mais on n'était pas vraiment dans Daesh. D'ailleurs, Daesh avait dit, oui, ce sont des sympathisants. Cette fois-ci, on a vraiment Daesh qui est sur le sol américain. Qu'est-ce qu'on en fait? À ça, les Américains n'étaient vraiment pas préparés. On se retrouve dans la même situation que le 11 septembre. Je me rappelle de ce choc du 11 septembre où tout d'un coup, il y avait un avant et un après. L'Amérique qui était si insouciante, qui pensait que rien ne pouvait arriver sur son sol et qui tout d'un coup voyait ces deux tours symboles. Oui, et Marjorie Paillon, moi je me souviens même, est-ce que c'est le cas, je parle sous votre contrôle, que Barack Obama avait presque dit à un moment, je crois que c'était l'un de ses grands discours, que Daesh s'est un petit peu éloigné des États-Unis. Il avait dit c'est une menace un petit peu éloignée, dans le sens où ça concernait plus l'Europe. Et c'est là où ça devient compliqué du coup dans la gestion justement de cet acte sur le sol américain par un citoyen américain. Avant tout, encore une fois, Donald Trump confond de façon très opportuniste la nationalité de l'assaillant d'Orlando. À un moment donné, il va falloir... Barack Obama est quand même toujours commander-in-chief pour les 5 mois qui arrivent. Donc il va, même s'il essaie de se mettre en retrait pour pousser la candidature d'Hillary Clinton, et c'était notamment l'objet du meeting qu'ils devaient tenir ensemble ce mercredi, qui a été annulé bien évidemment étant donné les circonstances, il va falloir à un moment donné quand même qu'il se confronte à cette problématique. Là, on est entré de plein pied de la façon la plus effroyable qu'il soit, mais il va falloir qu'il prenne à un moment donné une position peut-être un peu plus tranchée, même s'il ne souhaitait pas le faire jusqu'à présent. Il va falloir qu'il s'y confronte. Mais là où ça devient intéressant aussi, c'est sur la façon dont la campagne de Trump est en train soit de faire un changement dans la continuité, si je suis plutôt le développement de Marie-Cécile, mais on est passé finalement en quelques heures d'un Make America Great Again à Make America Safe Again. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Donald Trump se présente comme la seule personnalité en l'état sur la scène politique américaine qui peut aider à sécuriser le territoire. Make America Safe Again, comment aussi? Parce qu'il y a tout le débat sur la possession des armes, qui est d'ailleurs un débat qui est très présent depuis le début de la campagne et bien au-delà. Je voudrais vous entendre sur ce sujet. D'abord, on fait le point avec Mounir Soussi. Orlando, Aurora, Columbine, autant de noms de villes aujourd'hui synonymes de tuerie de masse. À chaque drame, le débat sur les armes à feu est rouvert. Au cours de son mandat, Barack Obama n'a pas réussi à imposer une législation plus restrictive sur leur contrôle. Le massacre d'Orlando sonne comme un nouvel aveu d'échec. Ce massacre est un nouveau rappel qui nous montre combien il est facile de se procurer des armes qui permettent de tirer sur des gens dans une école, un lieu de culte, un cinéma ou dans une discothèque. Nous avons à décider si c'est le genre de pays que nous voulons être. Hillary Clinton, favorite des démocrates pour la présidentielle, souhaite renforcer les vérifications d'antécédents avant la vente d'armes à feu. Le tireur d'Orlando avait été interrogé 2 fois par le FBI pour des liens supposés avec la mouvance islamiste.
Malgré ces auditions, son permis de port d'armes était toujours valide. Ce drame place ce thème au centre de la campagne et révèle un profond clivage entre démocrates et républicains. Donald Trump a reçu le soutien de la NRA, le puissant lobby des armes. Aujourd'hui, le candidat républicain déplore que les clients de la boîte de nuit n'aient pas été armés pour faire face à l'assaillant. Alors c'est clair pour Donald Trump, il a défendu très vigoureusement le droit à posséder une arme, Marie-Cécile Nav, mais quelle est la position précise d'Hillary Clinton sur ce sujet? Elle est compliquée, elle est nuancée. Pour l'instant, on n'en a pas tellement parlé, mais ça va. Elle essaie de le faire arriver sur l'agenda. Il est temps, oui. Oui, mais parce qu'il y a eu, les primaires qui l'ont occupé sur d'autres thématiques. L'idée globalement chez les démocrates, c'est qu'il faut, sans remettre en cause bien sûr le deuxième amendement de la Constitution, plus de contrôle, notamment pour les ventes d'occasion. Parce que presque la moitié des ventes d'armes qui se produisent aux États-Unis sont des ventes d'occasion, c'est-à-dire complètement incontrôlées sur les brocantes, sur Internet, dans les marchés aux puces. Et voilà. Je crois, là je le dis encore sous votre contrôle, parmi les propositions d'Hillary Clinton, est-ce que ce cas on trouve des mesures pour interdire leur vente à ceux dont le casier judiciaire n'est pas vierge ou qui ont des antécédents de problèmes psychologiques connus, c'est-à-dire c'est pas du tout le cas du terroriste en question là? Non. Mais oui, il avait été entendu par le FBI, mais il n'y avait pas d'antécédents psychiatriques ou quoi. Mais je crois que la question sur le port d'armes, les choses peuvent changer en venant de la société civile, parce que quand même la population est beaucoup moins favorable, elle est encore majoritairement favorable au libre port d'armes, mais la proportion diminue et les choses peuvent changer venant de la société civile. Mais on attend quand même la position d'Hillary Clinton. La présidence Clinton, elle est assez tranchée depuis le départ. Mais évidemment, c'est même une des questions principales dans sa campagne. Enfin, on savait depuis le départ, de toute façon, la question des armes serait sur la table, puisque pour les démocrates, c'est une question qui traîne depuis, ça fait 20 ans qu'ils aimeraient pouvoir faire bouger cette question-là. Et souvenez-vous, en 92, quand son mari est arrivé au pouvoir, c'est même une des premières questions qui est passée au Congrès et qui a ensuite été le Brady Bill, qui a ensuite été retoqué par la Cour suprême parce qu'on ne peut pas toucher à ce sacro-saint droit d'avoir une arme aux États-Unis. La question qu'elle a posée aujourd'hui, elle est quand même fondamentale. Est-ce qu'on peut se balader dans la rue avec un AR-15 ou un AK-47, des grosses armes qui tirent 100 balles toutes les 15 secondes? C'est complètement anormal. La NRA va vous expliquer qu'on en a besoin pour la chasse. Moi, j'ai envie de dire pauvre biche ou pauvre lapin si jamais on utilise ce genre d'arme. Mais on avait eu ce débat d'ailleurs avec Soufiane, je me souviens, c'était déjà une question fondamentale, bien entendu. Absolument, oui, non, je suis absolument d'accord. Et là où du coup ça devient aussi finalement un fait à mettre soit au crédit, soit au débit du bilan de Barack Obama, c'est que après Sandy Hook, notamment cette tuerie absolument abominable dans une école maternelle, Barack Obama a tenté de se démener comme un beau diable pour faire travailler ses lobbyistes auprès du Congrès pour faire passer une première série de lois. Il n'y est pas arrivé. Alors il que, a tenté. À ce moment-là, la population était à 60%, 58 exactement, en faveur. On rappelle quand même qu'on avait des victimes de l'âge de 6-7 ans. Donc en effet, c'était extrêmement traumatisant pour l'ensemble de l'opinion publique américaine. Il n'est pas réussi à avoir un consensus du Congrès à ce moment-là. Il a tenté de faire passer par décret quelques aménagements, mais il aurait pu être peut-être un petit peu plus ferme ou un petit peu plus, aller un peu plus loin, justement, aller plus loin dans les décrets qu'il faisait passer à ce moment-là. Là aussi, on a à la fois un président qui, oui, a été traumatisé par toute la série de tueries de masse auxquelles il a dû faire face tout au long de son mandat et qui, pourtant, laissera un bilan mitigé en la matière. Il aurait pu aller plus loin, très franchement. 20 tueries de masse sous Obama. Il y a contre lui un Sénat qui est républicain, une Chambre qui est républicaine, qui est totalement schizophrène. Il y a des décrets pour ça. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez Roy Blunt du Missouri. On a une proposition d'Hillary Clinton juste qui dit qu'elle gouvernera par décret si jamais elle est dans la même situation. C'est exactement ce qu'a fait Barack Obama en janvier. Nous verrons à l'épreuve des faits ce qu'elle fera. Mais c'est ce qu'a fait Obama en janvier, puisqu'il a fait des propositions, notamment d'interdire les armes sur Internet par décret. On voit la faillite. Là, c'est un échec absolument complet d'Obama. Non, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Juste pour conclure, je voulais, en un mot, selon vous, quel ton va avoir maintenant la campagne? Plus dure, plus violente, Marie-Sophie? De plus en plus violente, ça va être très dur jusqu'à la fin. De plus en plus incohérente, irrationnelle. Ah non, moi je crois qu'elle va être très dure du côté de Trump et très soft et pédagogique du côté d'Hillary Clinton, comme elle nous l'a montré ce soir. C'est la mère de famille qui va essayer de proposer des solutions. La vraie question, ça va être de savoir pour qui vont trancher les électeurs américains, une mère de famille responsable ou un candidat bulldozer.
Merci, on aura l'occasion sûrement d'en reparler ensemble. Merci pour ce débat et vos analyses. Il est l'heure à présent de la parenthèse dans votre émission. Alex Darmon s'est rendu tout à l'heure, salle des conférences est au Sénat pour rencontrer les sénateurs qui participent, vous le savez, à la discussion générale sur la loi travail. Regardez, c'est le micro trop tard. Le code couleur pour la loi travail au Sénat, c'est le rouge et le noir. Sinon, vous rentrez pas. Moi, je connais du monde, c'est pour ça que je suis en bleu. Ça y est, la loi travail arrive au Sénat et on va en parler dans le micro trop tard. Ça risque d'être chaud entre la droite sénatoriale et le gouvernement qui ne sont jamais d'accord. Enfin bon, moi je suis en grève. Je regarde tout ça de loin. Ça fait du bien de rien faire. Non, je rigole, je vais travailler. Oh. Vous me connaissez quand même. Allez, venez. Oui. L'EHPAD n'a pas décidé, là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très motivé à l'idée d'entrer en séance. Ah si, tout à fait. Même pour la loi travail. Surtout pour la loi travail. On n'est pas très nombreux pour l'instant, alors on essaie de faire en sorte que les énergies soient présentes. Vous allez être d'accord avec Mme El Khomri un petit peu sur un ou deux points où ça va être compliqué? Mais je pense que c'est le peuple français en général qui n'est pas d'accord avec elle. C'est toujours la même réponse que vous me donnez. Ah non, c'est pas du tout les mêmes réponses. C'est le peuple qui n'est pas d'accord. Oui, c'est la vérité. Non, moi je suis pas d'accord du tout. Le problème c'est, est-ce qu'elle va être d'accord avec moi? Parce que moi j'ai pas qu'un ou deux points où il faut qu'on soit d'accord. Bon, je vous ai vu la semaine dernière, vous êtes venu avec une veste retournée. Oui. Là vous êtes avec une nouvelle veste. Attention, la veste retournée de Manuel Valls. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout réécrit tout seul cette nuit? Non, mais j'alimente mes collègues en rapport pour qu'on ait de quoi travailler là. Peu importe la veste que vous avez, on ne connaît pas votre style, on peut dire que l'habit ne fait pas le moine. Alors celle-là, je crois qu'on doit me la faire depuis le CP en fait. Ah. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Vous n'êtes pas d'accord qu'il faut réformer le travail un petit peu? Écoutez, vous trouverez, peut-être même pas dans la majorité socialiste, vous allez trouver des gens qui sont d'accord avec elle. Alors, Mais réformer le travail? Le Premier ministre et ses ministres feraient mieux de proposer des lois qui obtiennent une majorité et qui sont conformes normalement à leurs engagements. Aujourd'hui, ici, on ne comprend plus rien. Stop à la caricature et place au vrai débat. Entre droite et gauche, il peut y avoir un consensus? Mais il me semble que sur le fond du texte, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un accord entre le gouvernement et la majorité sénatoriale. Moi, je rêve de ça toutes les nuits. Non, mais arrêtez de rêver alors. Pour cette fois, c'est pas la bonne. Donc en réalité, c'est la première fois, là, avec le débat au Sénat, qu'on va pouvoir rentrer dans le fond du sujet. Donc c'est un texte, on l'a vu dans les auditions, que quasiment tout le monde rejette. Bon, dans la formulation qui est celle présentée par le gouvernement. Je ne vais pas vous retarder au boulot, loi travail, au boulot. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Il est 23h, dans quelques instants, place à l'entretien. Nous parlerons football, match, mais aussi violence avec mon invité Pascal Boniface. Mais tout de suite, le journal avec Paul Bouffard. On l'a appris il y a quelques minutes. Un commandant de police a été tué de plusieurs coups de couteau devant son domicile dans les Yvelines. Il était en poste au commissariat des Mureaux. L'agresseur s'est retranché dans le domicile de ce policier. Une unité d'élite du raid est actuellement sur place. L'actualité parlementaire dominée par les débats au Sénat, les discussions sur l'article 1 de la loi travail viennent tout juste de débuter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les sénateurs ont achevé tout à l'heure la discussion générale du texte. Le ton était donné, Jérôme Rabier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, place au tour de chauffe dans l'hémicycle du Sénat. Honneur à la ministre qui a défendu point par point son texte avant de fustiger la version sénatoriale du projet de loi. Force est de constater que sur l'ensemble du texte, sur sa philosophie même, une volonté de surenchère a prévalu et a conduit à mettre à bas l'édifice équilibré que nous avions construit au cours des mois précédents. Le clivage gauche-droite existe bien sur ce sujet et les orateurs l'ont rappelé, à l'image du co-rapporteur qui a hâte de faire entendre la voix de la majorité sénatoriale. Nous y voilà enfin, au véritable débat. Celui qui n'a pu avoir lieu ni entre partenaires sociaux, ni à l'Assemblée nationale, dont les débats ont été arrêtés dès l'article 1er au profit de l'usage du 49.3. Face à elle, la droite sénatoriale aura un groupe socialiste moins divisé qu'à l'Assemblée et dont le président promet un exercice de pédagogie utile. Nous pensons que c'est une belle loi, qu'aujourd'hui ne passe pas dans la population, j'appelle un chat un chat. Nous avons du mal à l'expliquer encore forcément, mais je pense que nous y arriverons parce qu'elle marquera
les nouvelles relations sociales en France. Un débat qui s'engage avant une nouvelle journée de mobilisation sociale, mais que le groupe communiste a voulu stopper avec le dépôt d'une motion portée par le patron du PCF en personne, qui y voyait un moyen de sortir de la crise actuelle. Sortir de l'impasse, envoyer un signal d'apaisement, reprendre la discussion avec les organisations syndicales sur de nouvelles bases, voilà ce que nous vous proposons. Une motion largement rejetée, le débat sur les différents articles du texte peut donc s'engager. Il est prévu qu'il puisse durer jusqu'au 24 juin prochain. Dans ce contexte, manifestation nationale contre le texte, justement demain partout en France, grève à la SNCF ou encore chez les taxis. Philippe Martinez, le patron de la CGT, promet une énorme mobilisation. 50 cortèges sont prévus un peu partout en France. À Marseille, après les violences de ce week-end entre hooligans russes et anglais, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a assuré qu'il n'y a pas eu de faille dans le dispositif de sécurité. Notez l'avis contraire du sénateur maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. On l'écoute tout de suite. Nous avions bien préparé cela. Puis il se produit ce genre d'acharnement imbécile, stupide, qui donne une image détestable de la ville de Marseille. Ceux qui ont commis des fautes doivent être sanctionnés. Et justement, aujourd'hui, première condamnation après ces violences. Un Français de 29 ans a été condamné à 1 an de prison ferme. 5 hooligans anglais ont, eux, été condamnés à des peines allant d'1 à 3 mois d'incarcération. On en parlait tout à l'heure, les hommages aux victimes se multiplient après la tuerie d'Orlando. En France, François Hollande s'est rendu ce matin à l'ambassade des États-Unis à Paris. Il a exprimé sa solidarité au peuple américain et à la communauté homosexuelle. On l'écoute tout de suite. Après l'effroyable tuerie homophobe d'Orlando, c'est l'Amérique qui a été frappée, mais c'est la liberté qui a été visée. La liberté de choisir son orientation sexuelle, la liberté de déterminer son mode de vie. Et sachez aussi qu'aujourd'hui, François Hollande a été le premier président socialiste en exercice à se rendre sur la tombe du général de Gaulle. À l'invitation de la famille, le chef de l'État s'est recueilli sur la sépulture et devant la Croix de Lorraine. C'était tout à l'heure à Colombey, les 2 églises. Et enfin, au nom du gaullisme, dans la course de la primaire à droite pour 2017, le député Henri Guénaud a annoncé sa candidature ce matin. Il est donc le 12e candidat de droite. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. La revue de presse pour découvrir ensemble les unes de vos quotidiens, Paul, et c'est forcément l'actualité américaine qui est à la une. Orlando, la cible arc-en-ciel. Libération fait sa une sur la tuerie d'Orlando, une tuerie homophobe revendiquée par l'organisation islamique, on l'a dit. Ce soir, le deuil et la colère ont envahi les communautés LGBT du monde entier, souligne Libé. Floride, le choc, c'est le gros titre également de Ouest France. On y voit des jeunes femmes à San Francisco rendant hommage aux victimes face à la menace terroriste aux États-Unis, mais aussi en France. Ouest France nous précise le plan de sécurité du Tour de France, la compétition de vélo. Le quotidien rappelle que l'unité d'élite du GIGN sera sur le parcours pour contrer toute éventuelle attaque. On découvre la une des Échos à présent. Ce qu'il reste à faire pour redresser les retraites, le Conseil d'orientation de ces mêmes retraites a livré ses préconisations. Il ramène le besoin de financement à 4 milliards d'euros en 2020. Le montant relatif des pensions par rapport aux revenus d'activité va se dégrader, selon les Échos. Et puis, notez une autre information, une du journal, Microsoft vient de racheter le réseau social professionnel LinkedIn, un réseau de 433 millions d'utilisateurs, coût total du rachat, 26 milliards d'euros. On termine avec la une de l'Humanité demain. Oui, 4 mois de combativité sociale convergent à Paris et demain, c'est la une du journal. Le quotidien reprend les propos du leader de la CGT qui prévoit de faire plus fort contre la loi travail demain. Et le quotidien souligne que cette mobilisation contre la loi travail est en train d'essaimer dans les entreprises un peu partout en France. Merci beaucoup Paul, à demain. Avec plaisir. plaisir. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. C'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont la géopolitique du sport, football et mondialisation et puis géopolitique chez Erol. Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage, on va le voir, Léo Ferré, toujours vivant. On va aussi en parler, c'est important tout à l'heure. Il s'agit d'une réflexion sur la trajectoire personnelle et puis les engagements politiques de l'un des plus grands poètes français du XXe siècle. Le plus grand pour vous. Mais d'abord, sur l'Euro, Pascal Boniface, qui se déroule en ce moment.
justement, après les incidents du match Russie-Angleterre, il y a des décisions d'interdiction de consommation d'alcool dans les zones sensibles. Et puis, il y a les premières condamnations qui sont tombées de supporters violents. Est-ce que ces violences, selon vous, elles sont consubstantielles à certains supporters? Dans ce cas-là, malheureusement, il y a une forme de fatalité à ce qu'elles arrivent. Ou alors, au contraire, est-ce qu'on aurait pu, comme l'a dit le maire de Marseille, eh bien, les anticiper, ou mieux les prévoir en tous les cas? On les a anticipés. Le maire de Marseille est un petit peu sévère. Elles sont effectivement consubstantielles à certains supporters, et en même temps, on le savait, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que les Russes qui sont venus, une partie des supporters russes ou des pseudo-supporters, venaient pour en découdre. Et que les informations venant de Russie n'ont pas été suffisantes pour analyser qui venait. Les autorités russes ont signalé 30 cas qui ont été interdits de séjour. C'est très peu par rapport à l'ampleur des supporters violents qui peuvent venir. Et donc là, il y a eu un peu une sorte de négligence de la part des Russes. Et c'est négligence, pardonnez-moi, je reprends, ou certains y voient peut-être un acte même délibéré, non? De malveillance, peut-être pas, mais en tous les cas, une sorte de négligence bienveillante à l'égard de supporters violents. Mais ce qui va poser problème aux Russes, parce qu'ils sont quand même organisateurs de la Coupe du Monde 2018. Il y a une tradition de violence, de bataille. Alors on peut interdire l'alcool, mais regardez, il y a très peu de Russes qui se sont fait prendre par les policiers. Et les Russes qui se sont battus n'avaient pas consommé l'alcool. Ils viennent pour se battre, ils ne viennent pas pour s'enivrer ou s'alcooliser. Ça, ce sont les Anglais qui viennent pour s'alcooliser, mais pas les Russes. Donc l'interdiction de la consommation d'alcool est une sorte de réponse un peu décalée par rapport à ce type de supporters. C'est un danger un peu nouveau, d'une part parce que ça fait longtemps que les Russes ou ces pays de l'Est, parce qu'on risque d'avoir les mêmes problèmes avec une partie des Polonais, une partie des Hongrois. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas qualifiés pour les compétitions européennes. Bon, bien sûr, la Pologne, quand c'est à domicile, c'est un peu la résurgence de leur football. Et en même temps, c'est la montée de l'extrême droite. Et cette extrême droite identitaire se sert du football comme un effet d'aubaine pour faire passer leur message ou simplement satisfaire leur goût pour la violence. Donc, on n'est pas dans le hooliganisme traditionnel que l'on connaissait bien et qui, du coup, a été répertorié et relativement maîtrisé des Britanniques. Là, on est dans une forme nouvelle, une mutation du hooliganisme où des mouvements extrémistes se servent du football pour faire passer des messages et surtout viennent et sont extrêmement bien organisés puisque leur but, c'est la violence, leur but, c'est la bagarre, c'est pas le football. Et pour être en forme pour se battre, eh ben, ils évitent de consommer de l'alcool. Et cela se passe en France. Il y a aussi quand même la question de l'image que donne notre pays, même si ce sont des supporters d'autres pays qui sont en cause. Mais nous sommes regardés par le monde entier. On a tous en tête notre candidature au JO de 2024. C'est un test grandeur nature, là, pour la France? Oui, alors, de toute façon, l'Euro 2016 est un test grandeur nature pour la crédibilité de la candidature pour Paris 2024. En même temps, il y a eu un incident à Marseille, il faut peut-être voir aussi le reste, l'ensemble des matchs qui se sont bien déroulés. C'est vrai. Allemagne-Ukraine hier, Turquie-Croatie, qu'on annonçait comme un match à risque. Moi, je retiens aussi tous ces milliers de supporters avec un maillot irlandais, suédois, croate, qui se promènent dans les rues, qui chantent ensemble, qui se saluent mutuellement et qui sont plutôt bons enfants. Donc il y a eu des incidents à Marseille, il ne s'agit pas de les nier. Ramener tout l'Euro à cela me paraîtrait pour l'instant exagéré. Voyons s'il y aura d'autres bagarres de ce type. Je pense que les premières leçons ont été tirées de cet échec, effectivement, sur Marseille. Mais une fois encore, il ne faudrait pas dire que l'Euro est gâché parce qu'il y a eu des heurts à Marseille. C'est quand vous avez autant, on attend 7 millions de visiteurs étrangers pour l'Euro. Bon, il y a eu 35 blessés, et c'est 35 de trop, mais il faut peut-être mettre les choses aussi en perspective. Vous avez raison. Et on va parler dans quelques instants du beau jeu, mais malheureusement, je reste encore sur les points qui inquiètent. Il y a aussi la menace qui plane sur ces jeux. Et Orlando nous a rappelé aujourd'hui que cette menace est toujours très, très présente. C'est Bernard Cazeneuve qui a dit si on prend 100% de précautions, il n'y aura pas zéro risque. Le ministre de l'Intérieur résume la situation dans laquelle nous sommes finalement. Mais vous prenez votre voiture pour aller en week-end, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a zéro risque d'avoir un accident? Non, vous la prenez quand même. Vous prenez l'avion pour aller pour votre travail ou en vacances. Est-ce que vous pouvez dire avant de monter dans l'appareil qu'il y a zéro risque qu'il y ait un crash, autre chose? Non, mais vous le craignez un peu, mais vous le prenez quand même. Et donc, effectivement, il faut... Bernard Cazeneuve a eu raison de dire que 0% de précaution, c'est 100% de risque. Oui. 100% de précaution, c'est pas 0% de risque, mais il faut quand même vivre, il faut quand même faire des choses, parce que sinon, d'une part, on cède à la menace, et par ailleurs, on arrête toute activité, parce qu'il faut arrêter les terrasses,
il ne faut pas sortir de chez soi. Et encore, vous avez les incidents domestiques qui peuvent arriver, donc il ne faut plus rien faire. Vous avez souvenir déjà d'une compétition sur laquelle plane autant quand même la menace Les terroriste. Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002, les Jeux d'hiver, les Jeux d'été d'Athènes en 2004, les Jeux de Londres en 2012, où il y avait aussi un défi sécuritaire important, et les Jeux de Rio, qui pourtant sont dans une zone géopolitique nettement moins troublée que la France. Le Brésil n'est pas lié à la dimension proche-orientale en termes stratégiques, et pourtant, le premier défi est la sécurité pour les Jeux de Rio. Et puis, Orlando a montré que le terrorisme frappe en dehors aussi des compétitions sportives et qu'il n'y a pas de pays, qu'il n'y a pas d'activité qui est à l'abri de cette menace. Les terroristes peuvent frapper partout, mais ils ne frappent pas partout pour autant, mais effectivement, il n'y a aucune activité qui est à l'abri. Mais tout résumé, et on peut même dire que finalement, vu le nombre de précautions qui est prise pour l'euro, bien sûr, c'est une cible disons, tentante, parce que l'impact médiatique serait énorme. Mais en même temps, s'il y avait un attentat ailleurs en France, en dehors de l'euro, il aurait aussi un impact et il serait plus facile à commettre que dans les stades et dans les fan zones. Alors parlons des belles choses ou des bonnes choses. Est-ce que selon vous, Pascal Boniface, le football, c'est la question que l'on pose tout le temps, reste un dynamiseur, un accélérateur d'un point de vue social, même relationnel? On ne regarde pas un match tout seul généralement. Non, plus maintenant. Plus maintenant, auparavant, effectivement. Dans les fan zones, on n'est pas seul. Si on était, mais même si vous le regardez, vous allez dans les bars, si vous n'êtes pas dans la fan zone, vous invitez des amis chez vous. Il y a une vingtaine d'années, si on n'avait pas de place au stade, ce qui était quand même la majorité des cas, on regardait ça seul chez soi. Maintenant, non, c'est effectivement la fête. Et regardez la belle histoire d'amour entre l'équipe de France et le peuple français qui renaît. On a oublié Kisna, c'est une époque... Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, mais déjà, en dehors des résultats. Bien sûr, le résultat était là vendredi, mais même avant le résultat. Le Stade de France, qui n'est pas toujours très vibrant, a vibré avant même le coup d'envoi. Et on sentait auparavant, dans les matchs préparatoires, dans le stage à Biarritz et ailleurs, que la ferveur est revenue. Parce que cette équipe est sympathique, tout simplement. Qu'elle joue bien, bien sûr, mais qu'elle est aussi sympathique et que les Français ont envie de l'aimer. On a envie un peu de passer à autre chose. Il y a eu les grèves, il y a eu les inondations, il y a eu la météo, etc., défavorable. Et donc, vraiment, il n'y a que le football qui donne ces émotions collectives où on a envie d'embrasser quelqu'un qui est à côté de vous et qu'on ne connaissait pas 5 minutes avant parce qu'un but vient d'être marqué. Ça, c'est pas à l'opéra que vous avez ça. Non, au-delà de la France, si on parle de l'Europe, le football, c'est le jeu universel par essence, un sport mondial. Est-ce que l'Europe, mis à part le Brésil et l'Argentine, c'est le continent le plus puissant du foot aujourd'hui? Parce que on dit souvent l'Europe est faible économiquement, politiquement, mais sur le plan du foot. Sur le plan du foot, sur les clubs, c'est les clubs les plus riches. Et même sur le palmarès en termes de Coupe du Monde, quand on arrive au quart de finale, il y a une domination européenne à laquelle, effectivement, le Brésil et l'Argentine résistent, mais pas vraiment toujours à la fin. Donc il y a encore une domination européenne du football. On peut dire que pour l'instant, en termes d'organisation des compétitions, il y a une multipolarisation, puisque la Coupe du Monde est allée au Japon, elle est allée en Corée, elle est allée en Afrique du Sud, elle va aller en Russie, elle va aller au Qatar. Par contre, pour le palmarès, on a encore un duopole, une sorte de condominium. Il y avait dans les années de guerre froide un condominium soviéto-américain. Il y a en football un condominium européo-sud-américain avec le Brésil, l'Argentine. Il ne faut pas oublier la Chine dans quelques années aussi, qui se rêve en puissance footballistique. Et qui le sera. Parce que très probablement la Coupe du Monde 2026 ou 2030 sera organisée en Chine. Et Xi Jinping a mis un point d'honneur, parce que c'est un passionné de football, de développer maintenant les stars européennes vont jouer en Chine parce que les salaires sont plus intéressants et donc le niveau du football chinois va monter avec en plus une mise en place d'une politique de formation de la jeunesse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la base de la pyramide est suffisamment large pour pouvoir dégager une élite. Alors il y a la motivation, il y a le beau jeu, il y a la passion, le sport, il y a aussi l'argent. Pascal Boniface, toujours l'argent et souvent l'argent roi. Mais dans cette compétition de l'euro, on voit aussi des pays, on va voir des pays qui ne sont pas vraiment des puissances économiques, qui ont beaucoup de mal, mais qui sont là quand même. Est-ce que là, c'est pas toujours le règne de l'argent en tous les cas? Pour certains pays, on les voit, ils se battent avec leur entre nations. Vous avez raison, le règne de l'argent est important pour les clubs, parce que le budget du club va déterminer... Faire une distinction? Oui, tout à fait. Vous avez le football des clubs et le football des nations. En football des clubs, le budget est important. Si vous avez un très gros budget, notamment grâce aux droits télé, et c'est là où la France risque d'être un petit peu en retard, parce que l'Allemagne vient de doubler les droits télé qu'elle avait. On a déjà du retard par rapport à l'Angleterre, on va en avoir par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne va générer 2 fois plus d'argent en droits télé que la France. Donc il risque d'avoir aussi de nouveau une hémorragie de genre français vers le championnat allemand. Mais donc effectivement, en règle générale, l'argent est roi pour les clubs,
Par contre, en nation, vous pouvez payer quelqu'un, vous ne le faites pas changer de nationalité. Et donc, vous avez effectivement des pays qui sont peu peuplés, dont le PIB n'est pas extrêmement important, et qui arrivent à pratiquer un football parce qu'ils ont une tradition, parce qu'ils ont un sélectionneur charismatique, parce qu'ils ont une génération dorée, etc. Mais en tous les cas, le poids de l'argent ne joue pas dans les compétitions entre nations comme il joue dans les compétitions entre clubs. Malgré tout, la FIFA, l'UEFA restent minés, toujours par des problèmes de corruption, de gouvernance, de manque de transparence. Et quand on les entend, comme hier ou aujourd'hui, je crois, donner des leçons et dire que certains pays, comme la Russie ou d'autres, pourraient être éliminés ou exclus de la compétition, on a presque envie de rigoler. C'est des donneurs de leçons qui devraient se regarder un petit peu et balayer heureusement un que peu l'UEFA dans a la envoyé une sorte Certes. de carton jaune à l'Angleterre rôle. et à la Russie, parce que si elle ne l'avait pas fait, elle aurait été plus mise en accusation. Ceci étant, l'UEFA et la FIFA ont un problème de transparence, ils doivent effectivement se régénérer, changer leur mode de gouvernance, comme le CIO l'a fait d'ailleurs auparavant. Et donc, cela viendra parce que sinon, c'est la crédibilité de ces organisations qui sera mise en cause. Et donc, on pense que cela pourra venir, mais lorsqu'elles assurent la sécurité d'une compétition, là, on ne peut pas leur reprocher. L'inverse aurait été scandaleux. Ils sont dans leur rôle. On a parlé de football, on a parlé aussi de géopolitique et tout cela est lié. On va parler de Léo Ferré. Pascal Boniface avec vous, c'est assez étonnant. J'ai rappelé tout à l'heure ce livre. Pourquoi ? Tout simplement. Tout simplement parce que Léo Ferré est une passion personnelle qui m'a frappé comme la foudre quand j'avais 15 ans, qui ne m'a pas quitté depuis. Je pense effectivement que c'est le plus grand poète francophone du XXe siècle, qu'il a eu de multiples... Chez Ferré, c'est comme chez Picasso, il y a plusieurs périodes. Il y a le musical classique, il y a le chanteur révolutionnaire qui devient l'idole de la jeunesse contestataire entre 68 et 73-74. Et puis, il y a le musicien classique qui dirige des orchestres symphoniques, etc. Plus le fait quand même qu'il a mis en musique tous les poètes maudits et que des générations entières ont pu apprendre Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, sans parler d'Aragon et d'Apollinaire, grâce à l'excellente et extraordinaire musique de Léo Ferré et sa voix aussi. Sa voix, parce que quand on entend des reprises, comme par exemple cet extra par certains, ça fait un peu peur. Donc Ferré, c'était à la fois un poète et aussi une voix. Pascal Boniface, on ne va pas entendre des reprises, on va l'entendre lui-même évidemment. Un extrait de l'une de ses chansons, La mémoire et la mer. On l'écoute. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet, où lisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi le chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure. De ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés. Sur l'écume, cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consument au l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Voilà, Léo Ferré en public, je vous vois sourire. Oui, parce que c'est une chanson mythique pour tous ceux qui adorent Léo Ferré, parce qu'elle est incompréhensible pour qui ne connaît pas sa vie, et en même temps, vous êtes saisi à la première écoute. Il y a bien sûr Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude, des formules magiques, et puis elle n'est vraiment incompréhensible pour qui ne connaît pas les détails de la vie de Léo Ferré, et il a mis des années à l'écrire, alors qu'il a écrit avec le temps en 1 heure. Donc c'était à la fois les deux. Mais pour ceux qui aiment vraiment Léo Ferré, c'est vraiment cette chanson-là qui l'incarne, même si on ne peut pas résumer l'œuvre de Léo Ferré, 500 chansons, évidemment. 50 albums. Mais justement, par rapport à tout cela, Pascal Boniface, est-ce qu'il y a une forme, je ne sais pas, d'injustice Ah oui, clairement. Par rapport à lui? Parce que dans notre mémoire collective, il y a Brel, il y a Brassens, il y a de moins en moins, malheureusement. Oui, parce que Ferré est moins acceptable. Brassens, c'est l'anarchiste débonnaire. Je dirais pas domestiqué, ça serait infamant pour lui, mais en tous les cas acceptable. Le nombre de collèges Georges Brassens qui existent dans Paris est énorme. Le nombre de collèges Léo Ferré est très réduit. Léo Ferré, c'est la révolte permanente.
un poète d'aujourd'hui d'être d'un parti, d'une caste ou du tout Paris. Il était ni d'un parti, ni d'une caste, ni du tout Paris. Et France Télévisions, c'est scandaleux. France Télévisions ne veut rien faire pour le centenaire de Léo Ferré. C'est en août 2016. Oui, en août, le 24 août 2016. Pour France Télévisions, Léo Ferré est démodé. C'est ça le service public. Pourquoi vous avez proposé un projet? Oui, on a proposé avec la famille, soit une soirée, soit des documentaires, rien, nada, que quick, que dalle. Donc c'est ça France Télévisions. Eh bien, nous pourrions peut-être nous en saisir à Public Sénat si vous nous faites la proposition. Ça serait un beau pied de nez que Public Sénat rende hommage à Léo Ferré. Ça sera fait, je l'espère. En tous les cas, on va relayer cette demande. Merci encore Pascal Boniface, merci d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de notre émission. Comme d'habitude, c'est le zapping de Public Sénat, tout ce qui a été dit, vu, entendu sur notre antenne. Je voulais que ce texte arrive au Sénat, non pas parce que... mais parce qu'ici, il va y avoir un projet différent. Le projet n'est pas d'apporter des protections supplémentaires. Le projet du Sénat va être de libéraliser, de déréguler le maximum que l'on puisse faire. Et on va voir qu'il y a là deux logiques très différentes. Une logique d'adaptation à la réalité pour de nouvelles protections pour les salariés avec une trame, le dialogue social dans l'entreprise. De l'autre côté, un démantèlement du Code du travail. C'est strictement la même philosophie qui anime la droite et la gauche dans le cadre de cette loi El Khomri. Certes, la droite fait une surenchère libérale tout à fait inopportune à mon sens. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la loi El Khomri va faire énormément de mal aux plus fragiles de nos compatriotes, va faciliter la vie aux très grandes entreprises et pénaliser encore plus les petites et moyennes entreprises pour lesquelles pourtant il faudrait que le gouvernement se mobilise. Là où il y a tromperie sur la marchandise, vous dites on veut assurer la sécurité juridique davantage, on veut réécrire le texte, mais quand on regarde la réécriture, en fait, vous le démolissez. Et même l'article 2, en renonçant à ce qui est l'accord majoritaire, vous supprimez l'équilibre du texte. Donc vous supprimez la force de l'article 2. Écoutez, s'il y a tromperie sur les marchandises, il faut remonter au discours du Bourget. Et si effectivement ce texte ne passe pas auprès d'une grande partie des gens qui ont voté pour François Hollande, c'est parce qu'ils considèrent qu'il y a tromperie sur les marchandises. Hollande est en train de faire, je ne vais pas dire le contraire, mais en tous les cas, de manière très largement différente de ce qu'il avait dit. Le texte de la motion majoritaire du Parti socialiste refuse la remise en cause de la hiérarchie des normes et propose au contraire qu'on rétablisse... Ce n'est pas un texte de gauche pour vous ? Ah non, la loi El Khomri, non seulement elle n'est pas de gauche, mais elle rompt avec une certaine tradition républicaine qui vise à considérer que la loi est supérieure au contrat et que quand il y a contrat, il vaut mieux que le contrat soit au niveau des branches, c'est-à-dire là où il peut y avoir un équilibre d'intérêt général et pas au niveau de chaque entreprise. Nous étions tous Paris il y a quelques mois, nous sommes tous américains aujourd'hui et j'imagine le choc que c'est que de voir cet homme ayant prêté allégeance à Daesh rentrant dans cette boîte de nuit, tirant au jugé comme cela. Cela posera très certainement le moment venu d'autres questions, et notamment la capacité à avoir de façon très facile des armes qui permettent de causer ces massacres. Mais pour l'instant, nous sommes tous américains comme ils étaient tous Paris il y a quelques mois. Les États-Unis ont été frappés hier par un terrible attentat terroriste. Un homme qui semble avoir prêté allégeance à l'État islamique a ouvert le feu en Floride, dans un lieu emblématique de la communauté homosexuelle. Une nouvelle fois, le terrorisme, qui ne connaît pas de frontières, s'attaque aux valeurs de liberté et de tolérance. Je vous invite à observer un instant de recueillement en hommage aux victimes de cette tragédie et en solidarité avec le peuple des États-Unis d'Amérique.
Voilà, et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Puis on se retrouve avec plaisir à 22h pour 1h30 de débat, de décryptage et puis les entretiens, bien sûr. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.